reproche beaucoup à Fairy Tail, de temps à autre quand même, c'est le fanservice. Bon, alors premier point du chapitre, on est à donc la discussion entre les trois gonzesses là, qui sont en train de faire un petit historique sur le passé de Flair, juste avant le grand jeu magique. Donc en gros, bon, ok, d'accord, elle vient du village, machin, c'était la seule petite, donc visiblement elle a été recueillie, ou je ne sais pas, ou vous allez pas me dire que c'est une hybride ou un truc dans le genre, parce que bon, des géants qui accouchent, enfin une géante qui accouche d'une petite comme ça, voilà, quoi. Bref, ensuite elle nous dit que ouais, elle a rejoint Raventail parce qu'il manquait d'argent. Elle est devenue méchante parce qu'elle avait un peu peur de ceux qui étaient plus ou moins de sa taille. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas très logique. Enfin, je veux dire par là, par exemple, quand elle est allée à Fairy Tail, elle a découvert que quand elle est allée à Raventail, elle a découvert que Raventail n'aimait pas Fairy Tail et que c'était normal. Bon, ok. La haine est une facette inhérente de l'être humain, alors voilà, pourquoi pas, hein, peut-être, logique, hein, si vous allez quelque part et qu'on vous dit « Hey, tu sais, on haït ces types-là, alors toi aussi tu dois les haïr. » Ok, pas de problème. Bon, bref. Je veux dire par là que Flair, voilà. Bon. Mais ceci détruit un peu ma théorie comme quoi Flair avait quelques infos sur le mini-histoire et donc qu'elle allait donc nous faire partager. Mais visiblement, vu qu'elle a juste rejoint pour la thune et qu'elle n'était pas vraiment plus au courant, enfin elle n'était pas vraiment au courant de plus d'éléments que ça sur le mini-histoire, peut-être que Ivan a juste dit aux membres de ses membres d'élite, hein, leur a juste dit oui c'est un truc incroyable, machin, donc il leur a peut-être pas donné des détails, mais bon, je peux me tromper, donc on verra par la suite. Mais si c'est ça, ça détruit alors la grosse place que je donnais donc à Flair sur cet arc-ci, c'est-à-dire des infos sur le mini-histoire. Je pense qu'on en reviendra peut-être un peu plus tard avec, avec Warlord Siken. Voilà. Bon, après ça, vous voyez un petit... D'ailleurs, c'est marrant parce que Mashima arrive à nous caler des petites vignettes, des toutes petites vignettes, où on a dessus donc un gros plan sur les boobs de Flair alors qu'elle parle. On devrait peut-être faire un petit focus sur son visage, vu qu'elle est en train de parler et pas sur ses seins juste avant que la scène se termine. Enfin, peu importe. Après, donc, on a un passage éclair donc avec Erza. Donc Erza qui toujours est en train de se faire massacrer par Minerva. Et d'ailleurs, c'est marrant comme quoi Minerva n'arrive toujours pas à retenir les leçons de ce qu'elle a pris dans le fion la dernière fois là, parce que la dernière fois, elle faisait pareil, elle était en train de torturer, je sais pas Erza. Puis à un coup, Erza s'est réveillée, pas Europe de la mort qui tue, et là, bam, Minerva, elle est à poil. Voilà quoi. Enfin, je veux dire, Minerva aurait dû te dire, merde, il faut que Erza est encore en posture de faiblesse et tout, il faut que j'en finisse vite. Mais non, évidemment, il fallait que Minerva soit vraiment une sadique et torture Erza encore une fois, quasiment de la même manière que l'autre fois. Donc, elle pourrait peut-être se dire que Erza va nous sortir un botte secrète. Je veux dire, la dernière fois, Erza avait une jambe pétée et pensait qu'elle pouvait rien faire. Et ben non, elle nous a sorti une armure, l'armure de Dieu lui-même pour la tuer. Enfin, la buter. Bah, bref, je pense que Minerva est devenue Minerva Bruti, comme certains l'appellent sur certains forums. Et je trouve que voilà, c'est un peu bête, je trouve ça donne un peu un air stupide à Minerva qui voilà s'intéresse plus à faire souffrir donc ses adversaires qu'en finir rapidement et mener à bien sa mission. Enfin, je sais qu'elle cherche la vengeance, mais tout de même quoi, faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Bon, alors à ce moment-là, Erza d'ailleurs se dit est-ce qu'il faut vaincre donc l'utilisateur, enfin celui qui a lancé la magie pour que la magie elle-même s'annule. Alors personnellement, je pense que non, parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à les avoir changés en enfant, parce que si c'est le cas, alors la suite de ce chapitre, parce que le prochain chapitre est déjà décidé, sera totalement inutile. Bon, après ce passage donc avec Minerva, on a Natsu, Natsu qui vite fait cherche encore le premier à la voix. La voix, je commence à me demander si ça vient peut-être pas d'un dragon, peut-être Atlas, hein, peut-être une flamme éternelle, comme ça, je sais pas. Parce que des flammes puissantes, très magiques, géantes comme ça, je veux dire, il y en a pas, leur provenance peut pas venir de n'importe où. Et encore une fois, je maintiens que la montagne sur laquelle Erza se trouvait, avant qu'elle se transforme en enfant, c'est la flamme elle-même en fait. Ce n'est pas une montagne, c'est la flamme elle-même qui a été congelée, et congelée, elle a eu la forme d'une montagne. Je suis quasiment sûr que c'est ça, c'est obligé. Bon, alors on a Happy et Carla donc qui peuvent pas s'envoler vu qu'il y a la saloperie de Succubus Ice qui surveille un peu les alentours. Bon, ça c'est normal, ok. Après on a le passage intéressant, donc on a Grey qui tombe, évidemment, nez à nez donc avec le mec de Succubus Ice dont on ignore toujours le nom je pense. Celui-ci, évidemment, le change en enfant. Et encore un petit effet secondaire, c'est que en se changeant en enfant, Grey se souvient vite fait de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant. Bon, ça arrive à certains utilisateurs, visiblement c'est pas arrivé à Erza et à Natsu, mais ça arrive à Grey, parce que bon, le petit c'est vrai qu'il a vécu une enfance, j'allais dire difficile, mais Erza aussi, elle a été torturée en esclavage sur la tour du paradis, donc bon, bref. Alors Grey qui se souvient donc de Deliora, machin truc, ses parents, Houl, et donc en voyant l'autre mec qui a une gueule tout à fait dégueulasse, il se dit oh c'est encore lui, enfin bon bref, c'est un gamin traumatisé. Bon après on a un passage bien marrant je trouve, parce que Mashima est certainement un des seuls auteurs au monde à pouvoir nous faire apparaître comme un fantôme, comme quelqu'un qui est décédé, un personnage qui est encore en vie, et nous le faire apparaître jeune et à poil. Non mais sérieusement, quand Houl tire, c'est Houl tire, c'est elle, voilà, c'est pas Houl, au début je pensais que c'était aussi Houl, un truc comme ça, et je me suis dit, oula peut-être que la glace c'est Houl.
Bah non, en fait, c'est Ultia bah, je sais pas, nous vient comme une sorte de fantôme qui prévient Grey. Grey, ressaisis-toi, tes amis ont besoin de toi, machin, si tu ne te sais pas Deliora est mort, machin. Bon. Et en plus, on nous fout un gros plan sur ses fesses. Mais waouh! Hey, oh! Je sais pas, il faut se réveiller un peu, Mashima, qu'est-ce que tu nous fais? Je comprends qu'il faille peut-être remplir son quota de fanservice, mais un fanservice au moins logique, parce que nous ramener quelqu'un qui est encore en vie comme s'il était mort, jeune, et en plus à poil, je veux dire, Grey, pourquoi il s'imagine Ultia à poil? Je veux dire, il a jamais vu à poil, et il la considère à la limite comme une sœur plutôt que comme une meuf, potentiellement, makeable, bon bref, n'importe, mais en gros, voilà, il la considère comme une sœur, voilà, je vois pas pourquoi Grey l'imaginerait à poil dans sa tête. Voilà, enfin, je sais pas, bon. Maintenant, bon, peut-être que Grey est un pervers refoulé, je ne sais pas. Voilà, donc ça soulève des questions autrement psychologiques quant à Grey. Bon, en gros, je veux dire, c'est pas très logique. Encore, on nous aurait montré Houl, j'aurais peut-être dit ok, vite fait, parce que bon, celle-ci se dessapait tout le temps, donc peut-être c'est l'image que Grey a retenue d'elle. Mais bon, nous ramener Ultia. Ou alors, ça veut juste nous dire que Ultia est pas loin, ou alors que Ultia est morte. Je sais pas, peut-être qu'elle a eu une crise cardiaque sur le chemin du retour, après avoir fait son petit speech en regardant le ciel. Oui, le temps. Ah non, 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 voilà. Bon, après ce passage-là, donc Grey se ressaisit et se dit oui, bon voilà. Là, il prend sa petite posture, grande page unique qui va sûrement être colorisée et que je vais certainement utiliser comme vignette, je ne sais pas. Et donc voilà, Grey se ressaisit. Alors, pour le prochain chapitre, donc, ce combat-là va se conclure, et selon moi, donc je pense pas que Natsu, Grey et Erza vont redevenir, vieux après avoir battu Steve. Je ne pense pas. Parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à avoir changé Erza et Natsu, et même Grey, en fait, en gosse, si c'est pour le chapitre suivant, déjà annuler cet effet-là. Je pense pas. Je pense qu'en fait, on nous réserve donc la flamme comme une sorte, la réserve de la flamme comme une solution quant à leur problème d'âge. Je veux dire, on va sûrement nous lâcher que la flamme est une flamme purificatrice, je sais pas, qui peut-être annule la magie, j'en sais rien, ou qui annule la magie noire un peu comme les gouttes de lune là, et qu'en gros, en plongeant dedans, peut-être que l'effet va s'annuler, peut-être que, je sais pas, Natsu va essayer de la bouffer, va la lancer, je ne sais pas, mais justement que ce sera la flamme qui sera la solution pour ça, parce que Erza là est en mauvaise posture. Erza est dans une posture, par exemple, tellement mauvaise que ça pourrait sous-entendre et nous faire dire que oui, bah là c'est en position de mauvaise posture et que là on nous présente un combat où le mec qui est responsable de sa position est sur le point de se faire buter ou pas, je ne sais pas, bah ça veut dire que ça va arriver. Je veux dire, ok, d'accord, c'est possible, mais j'espère vraiment pas que ce soit le cas parce que ça rendra ça tout à fait inutile. Je veux dire, Natsu, ok, tout ce qu'il a fait c'est faire une petite vanne et courir. Je pensais qu'on allait nous apporter des petits éléments de son passé, peut-être, ou je ne sais pas. J'aurais même espéré que Natsu tombe par terre et commence lui-même, comme Grey par exemple, à se souvenir des trucs genre Akinologa, ou je sais pas, pour donner pour donner encore une fois du poids à ma théorie dont j'ai fait la vidéo il y a pas longtemps. Je veux dire, bon, d'accord, beaucoup de choses sont possibles, mais j'espère vraiment pas qu'en butant le mec, la magie va s'annuler. Ça donnera au moins du challenge. Bon, et ça donnera un peu de challenge aussi à Lucie et aux deux autres connasses là, mais voilà, j'espère vraiment pas qu'ils vont redevenir boss. Bon, sur ce, je pense que il y a aussi une part très importante quant au nom du prochain chapitre, c'est-à-dire le démon. Il y avait le nom d'un démon, malheureusement j'ai oublié, qui ressemblait un peu à Deliora, et je pense que ce démon-là, parce que bon, ce chapitre 6 c'est le retour du démon, et en fait c'était une référence au gars de Succubus Ice, mais le prochain chapitre c'est le démon d'Oriat. Alors le démon d'Oriat, alors c'est soit le mec de Succubus Ice, soit le gars qui a, enfin la créature je sais pas, qui a congelé en fait tout le village. C'est l'un ou l'autre. J'espère pas que c'est le nom j'espère vraiment pas que ce soit le nom du mec de Succubus Ice. Quoique, en fait, on a vu dans Fairy Tail, on a vu des dragons, on a vu des humains, on a vu des démons sur l'île Galuna. Mais je ne sais pas si le mec que combat Grey est un démon ou un non-humain, c'est-à-dire un humain, mais qui a des traits de monstre. Mais ça ne le rend pas pour autant un démon. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, à un moment donné, Grey demande justement au gars de Succubus Ice si c'est lui qui a congelé. Il dit qu'est-ce qui se passerait si je te dis oui. Alors, quand en général quelqu'un dit ça, c'est que c'est pas le cas du tout. Il veut juste l'enrager et le faire chier, quoi. Non, donc c'est certainement pas lui qui est responsable en fait de tout ça. Et d'ailleurs, j'espère que vous vous en êtes rendu compte, mais le gars de Succubus Ice n'est pas fort. Selon moi, théoriquement, il n'est pas fort. En fait, le seul point fort de ce mec, c'est qu'il peut rendre les gens plus faibles niveau magie et indirectement, il les transforme en gosse. C'est le seul point fort de ce mec. Je pense que son niveau soit pas vraiment trop élevé. Je pense même que Max, si c'est un duel 1 vs 1, pourrait même le buter. Max, je rappelle, c'est celui qui maîtrise le sable, là, comme Gaara. Bon, mais en gros, je veux dire, il faut relativiser, pas se dire que ce mec est forcément une bête de puissance, c'est pas le maître de kill non plus. Donc voilà. Et aussi, un passage très important, et le dernier sur lequel je vais parler sur cette vidéo, c'est le fait que ce mec, à un moment dit qu'il y avait une zone qui ne devait pas trespasser, enfin arpenter, enfin, prenez le verbe que vous voulez, mais en gros, une zone sur laquelle il ne devait pas pénétrer, c'est la porte d'Hadès. Une autre référence à Tartaros, je pense, et
En fait, il lui dit aussi qu'il est à son entrée. Alors, il est à l'entrée de la porte de Hades. Alors là, beaucoup de choses, différentes interprétations pourraient être prises ici, mais selon moi, je pense que ça veut juste dire qu'en gros, Gray est en plein dans une affaire qui est liée à Tartaros. Pas qu'en gros, il est devant les portes de l'enfer, enfin les portes d'Hadès, en gros, qu'il est sur le point de mourir, quoi. Enfin, au début, je pensais que c'était ça, il est devant les portes de l'Hadès, devant des portes d'Hadès, donc l'enfer, donc la mort. Donc il est sur le point de crever. Je pense pas, je pense qu'il est en gros en train de dire que, ouais, ils sont dans une mission, bon, pour Succubus Ice, mais qui en même temps l'intérêt de Tartaros. Et c'est très important qu'on nous fasse le lien avec Tartaros, puisque Minerva elle-même nous dit qu'elle comptait pas rester dans cette guilde-là, elle comptait aller plus au-dessus. Donc encore une fois, une sorte de lien que j'ai établi entre Minerva et Tartaros. Bon, peut-être qu'il n'y en a aucun pour le moment, mais il y en aura, j'en suis quasiment certain. Et voilà, à force de persévérance, de persévérance, je me rends compte que finalement, bah, les choses sont quand même assez prévisibles, hein. On s'attendait à Minerva Tartaros, et on voit qu'il y a un lien avec Tartaros sur cet arc-ci. Peut-être que Minerva fait cette mission-là pour prouver à Tartaros qu'elle est digne d'entrer là, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin on aborde un élément important dans l'histoire, parce que cet arc-ci, pour l'instant, est vraiment détaché des autres, à part le lien avec Warhol Seeker, mais à part ça, voilà, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, c'est amusant à quel point c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments similaires à l'arc d'Eliora. Il faut savoir que l'auteur voulait revenir à la base, aux sources, faire un retour aux sources, c'est-à-dire des petits arcs, des petites histoires, mais qui ont un lien direct avec l'histoire. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite alors une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, qui j'espère ne sera pas rempli de fanservice incohérents, totalement débiles et sans queue ni tête. Enfin, techniquement, un fanservice est par définition sans queue ni tête, mais enfin, est totalement sans intérêt, sauf pour les yeux de certains. Mais voilà. Bon, allez, ciao ciao les gens, et bah à la semaine prochaine. Salut. Zou.